Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. On parle de pêche, dont le doré, la truite et beaucoup d'autres sujets, parce qu'en chasse et pêche, il y a tellement de sujets. Puis, si le temps nous le permet, et j'espère que le temps va nous le permettre, on va aussi parler un peu du fameux registre des armes à feu au Québec, qui, soit dit en passant, une émission est enregistrée le 29 janvier. Donc, c'était jusqu'à minuit ce soir que les chasseurs se devaient d'enregistrer leurs armes à feu. Alors, on va parler de tout ça avec le vice-président régional de la Fédération des chasseurs et pêcheurs de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Daniel Nadeau. M. Nadeau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Nadeau. C'est très gentil à vous. On va parler, même si c'est pas tout à fait le temps, mais on espère que bientôt ça va l'être. On va dire que on espère que la glace va fondre un jour, parce que là, il y en a épais, hein, l'école à venir à date. On va parler de doré. Oui. Le doré, selon, parce que j'ai été pêcheur longtemps aussi, puis c'est, à part la truite peut-être, est-ce que, en tout cas chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, est-ce que c'est le poisson le plus apprécié? C'est l'espèce numéro un pour tous les pêcheurs. Oui. Est-ce que la truite va, en avant de ça, la truite est pêchée moins peut-être? Oui, on a beaucoup moins d'opportunités de pêcher à la truite en Abitibi-Témiscamingue. Personne qui reste à Québec va pêcher de la truite. Personne au Lac-Saint-Jean va pêcher de la truite. Voilà. Mais ici, on pêche le doré, brochet. Après ça, on tombe dans tout l'Adi et un peu de moucheté. Quand on parle de doré, le doré, il y a le doré jaune et il y a le doré noir. Oui. C'est quoi la différence? La différence, c'est ça a une nageoire dorsale. OK. Le doré noir, ça a des taches, tandis que le doré jaune a des marbrures. Puis le doré jaune a une tache blanche à la queue. Ah, OK. Partie inférieure de la queue, là, vous avez une tache blanche. Tandis que le doré noir va juste avoir une petite ligne blanche qui va sur le long. Est-ce que, si on parle au point de vue de goût, c'est la même chose? Oui, ça se ressemble. Mais comment on fait pour différencier? Moi, quand j'avais appris ça, j'étais allé à la pêche souvent, puis du doré, j'en ai pris. Puis avant que je sache qu'il y avait deux sortes de doré jaune, doré noir, mais en tout cas, moi, je ne m'étais jamais aperçu qu'il y avait une différence entre les deux poissons. Est-ce que je me trompe ou bien? Non, ben c'est relativement facile de faire la différence. Oui, parce que vous êtes un émeraude. Oui, mais on l'a... mais quand on dit au monde quoi regarder, on avait fait des tests déjà au salon de chasse et pêche. On avait pris des dorés d'hiver. Okay. On les avait amenés au salon. Puis on demandait au monde de classifier. Ça, c'est un doré noir, ça, c'est un doré jaune. Okay. Puis plusieurs pêcheurs n'étaient pas capables. Leurs femmes, leurs enfants avaient 100%. Eux autres. Ah oui! Parce que les autres, ils regardaient le papier, puis ils disaient, le pêcheur, il y en a qui disent, c'est quand il y a une bosse derrière la tête, là, ça, c'est un doré jaune. C'est pas ça, là, c'est quand il y a la membrane de la nageoire dorsale est tachetée, c'est un doré noir. Quand c'est marbré, c'est un doré jaune. Puis il y a la tache blanche qui trompe pas non plus. Mais juste de couleur, là, c'est très dur à dire. Si on suit juste sa couleur externe, parce que ça dépend beaucoup des plans d'eau. Le doré noir va être beaucoup plus abondant dans les lacs turbides, les lacs où il y a beaucoup de boue. Ah oui, OK. Là, vous allez avoir beaucoup plus de doré noir. Le doré jaune, dans les lacs plus clairs, là, il est vraiment jaune. Là. Si vous allez dans le sud du Témiscamingue, vous pêchez, là, vous avez des dorés plus clair, c'est ça? L'eau est plus claire, c'est ça. Il y a moins de turbidité. OK. Il y a moins d'argile dans l'eau. D'argile, OK. Puis, est-ce que c'est la même chose pour les limites de possession? Puis, moi, je parle de possession journalière. Oui, c'est quoi la règle? La règle, c'est 6 par jour, 6 de possession. OK. Je vais à la pêche avec vous. Oui. Je capture 6 dorés aujourd'hui. Vous n'avez pas pogné un. Je peux prendre la limite, vous la donner. Ah, OK. Puis pêcher demain, le lendemain. OK? OK. Mais je ne peux pas avoir plus de 6 dorés en ma possession. Dans le congélateur, vous avez... C'est ça que vous voulez dire? OK. Parce que c'est à ce moment-là, on est tous les deux, comme vous dites. Vous avez pris vos 6 dorés. Moi, je n'ai pas pris. Vous continuez pareil. Puis le lendemain. Le lendemain. OK. Le lendemain. OK.
C'est ça qui fait un petit peu. Ouais. Mais Aussi, il faut oui, prendre que le doré jaune a une limite de taille. De façon générale, 32, de 32 à 47 cm exploités OK. dans l'Abitibi. Donc, dans les lacs à croissance lente, dans les zones à croissance lente, on a mis 32-47 cm. Et dans les zones à croissance plus rapide, plus au sud, généralement, on a 37-53 cm de limite de taille. OK. Fait que c'est important de les respecter. Sans ça, on est hors la loi. C'est ça. Ça, c'est pour le doré jaune. OK. Le doré noir, il n'y a pas de limite de taille. Le doré noir, OK. ça grossit pas. Ah, Fait qu'il n'y a oui. pas d'avenir avec un Mon doré Dieu. noir, c'est petit puis ça reste petit, vous savez. Fait que c'est important de faire la différence entre les deux, Oui. là. Parce que là, si vous avez regardé 6 petits dorés jaunes, c'est pas bon. C'est quand même assez spécial. On va parler encore du doré, mais ces deux sortes de poissons-là, est-ce que c'est répandu dans pas mal tous les lacs en Abitibi-Témiscamingue? Ou bien non, s'il y a des lacs qui sont plus, ou des coins, des secteurs où c'est plus abondant que d'autres? Le doré jaune est pas mal omniprésent. OK. Il y a des secteurs comme le sud du Témiscamingue, dans le coin des Ecs. Il y a des lacs à onde de fontaine. Dans ces lacs-là, ben, normalement, il n'y a pas de doré. Ah, OK. Il y a juste un lac que je connais qui a du doré et de l'ombre de fontaine ensemble. Mais il y en a pas mal partout, du doré. OK. Peut-être une question. On le pêche comment? Tu sais, je veux dire, parce que il y a bien des manières sûrement Oui. de pêcher. Il y a ce qu'on appelle Moi, il y a du monde qui s'est beaucoup pêché à la traîne. Oui, c'est ça que je voulais en emmener justement. Là. À la traîne, c'est un poisson qui va mordre. Oui. Vous pouvez pêcher à la traîne. Il y a énormément de méthodes de pêcher à la traîne. On peut pêcher juste avec un poisson nageur. On peut pêcher avec un marcheur de fond auquel on attache un bout de fil D'autres apports, oui. avec un verre ou une sangsue. OK. Maintenant, l'été, on ne peut plus utiliser des poissons pas vivants, morts. Mort, je veux dire, c'est ça. Fait que ça veut dire qu'il se pêche de plusieurs. Mais est-ce qu'il se pêche en eau profonde? Parce que moi, j'ai toujours entendu dire que le doré et le brochet se pêchaient pas en eau profonde. Regardez, dans le temps que je travaillais, j'étais coordonnateur provincial pour le doré, Okay. et quand on fait des pêches expérimentales au doré, quand on mène nos filets à l'automne, on pêche entre 2 et 15 mètres. On ne va pas plus creux on ne descend pas en bas de 45-50 pieds. OK, en 2 et 15 mètres. Oui, c'est ça. Donc, en haut de la thermoteline. OK. Le doré ne descend pas beaucoup. Quand vous pêchez en bas de la thermoteline, pour un exemple, vous pêchez le Touladi, vous pouvez capturer presque pas de doré. Ah, OK. OK. Parce que c'est quand même en eau assez profonde. Quand on parle de 15 mètres, on parle de près de 50 pieds, pas loin, de 45-50 environ. Fait que, est-ce qu'il se tient à l'eau froide? À l'eau fraîche. À l'eau fraîche. Oui. OK. Autrement dit, en haut de la thermoteline. Tiens, en haut de 15 degrés. Là. OK. Parce que si on prend juste un exemple, peut-être que je ne suis pas correct non plus, là, vous allez me corriger, j'en suis persuadé, mais si on prend la truite grise, la truite grise se pêche en profondeur beaucoup. Elle est en dessous de la thermoteline. C'est ça, exactement. Elle va venir se nourrir le soir, de temps en temps. Elle va sortir, elle monte au travers de la thermoteline. Elle va chasser un petit peu pour certains poissons qui sont pélagiques. Okay. Les poissons comme du cisco, ces choses-là. Elle va la manger un peu, elle va redescendre. OK. Tandis que le doré, lui, la truite est capable de faire ça, puis un doré n'est pas capable de faire d'ascension, parce que le doré, sa vessie natatoire, l'air, il faut qu'elle diffuse au travers de la vessie natatoire pour pouvoir compenser les pressions. Okay. Donc, c'est pas un poisson qui peut partir de 100 pieds d'eau, puis monter, puis redescendre. Un Touladi peut le faire parce qu'elle a un conduit. Donc, ceux qui ont déjà pêché à la grise, à la ligne morte, vous voyez, vous capturez une grise. Quand vous la remontez, souvent, vous voyez des bulles d'air. Parce que c'est tout simplement, là, elle décompresse. OK. Donc, l'air sort par la bouche. Fait que c'est pour ça que c'est la différence qui fait entre une truite, entre un poisson en grande profondeur et l'autre qui n'est pas en grande profondeur à ce moment-là. C'est vraiment... Ceux qui ne connaissent pas ça, là, comme moi,
je connais pas ça plus que ça, là, sauf, mais c'est quand même passionnant pareil. Tout apprendre ça, là, tout regarder chaque espèce de poisson, comment il se comporte en eau profonde, en eau moins profonde. C'est bon en Moses de vous recevoir des personnes comme vous parce que on apprend beaucoup de choses, beaucoup. Puis c'est pas donné à tout le monde non plus. Mais moi, si je vous demandais, toujours pour le doré, le meilleur temps de la pêche au doré, est-ce que c'est à l'ouverture? Ça dépend des secteurs. Ah, OK. Vous avez des très bonnes pêches ici en Abitibi, le lac du Parquet, ces lacs-là, au printemps, à l'ouverture. Plusieurs lacs ici, là, c'est très bon. À l'eau froide, parce que l'eau est froide? Oui, c'est ça. Okay. L'eau est froide, le doré vient de frayer, il va s'alimenter. Vous pêchez au sud du Témiscamingue, les EC, pêche au doré avant le mois de juin. Là. On n'y compte pas trop? Compte pas trop. Ça commence vers le 15 de juin, là, ça commence à mort. C'est la raison, je la connais pas, mais c'est quelque chose qu'on voit, là. OK. Ce sont pareil des choses, parce que il y en a qui disent c'est bon d'y aller juste à l'ouverture parce que l'eau est froide, le poisson est en meilleure qualité, en tout cas, peu importe, mais c'est pas ça tout à fait. Parce qu'on peut y aller à peu près n'importe quel temps, sauf que moi, je me suis fait dire souvent, en plein mois de juillet, allez pas à la pêche, l'eau est chaude, puis c'est pas. Est-ce que c'est une vérité? Non. Si vous êtes un bon pêcheur, vous n'allez pas le niveau. Voilà, exactement. On va délaisser le doré pour... mon Dieu, le temps passe excessivement vite. La truite. Combien de sortes de truites ici qu'on peut avoir? On a 2 sortes. OK. OK. On a la truite grise, là, tout l'a dit. Oui. Puis on a de l'ombre de fontaine. L'ombre de fontaine qui est l'ordinaire. La truite mouchetée, truite de ruisseau, oui, okay. Ces choses-là. Okay. Ça fait que c'est les 2 sortes qu'on a. Il reste à peine 2 minutes, M. Nadeau, ça passe tellement vite. J'aimerais juste qu'on fasse un petit entrefilet parce que, comme je disais dans mon intro, l'enregistrement de l'émission se fait le 29 janvier. Les gens avaient jusqu'à minuit ce soir pour enregistrer leurs armes à feu. Dernière statistique sortie, c'était moins qu'une arme sur 4 qui était enregistrée. On s'en va où avec ça? Je ne sais pas. Je suppose que le gouvernement s'en va avec ça. Ils ont l'air à tenir mordicus à un enregistrement des armes à feu. Moi-même, quand j'ai enregistré, il y a des choses. La longueur du canon, c'est supposé être enlevé. C'est supposé être enlevé. Il faut aussi, la longueur du canon, ça apprend pour enregistrer. Hier soir, quand j'ai enregistré mes armes, ça prenait une longueur du canon encore. Fait que ça veut dire prend des modèles. Ça veut dire que si on ne met pas la longueur du canon, on ne peut pas passer à l'étape suivante. Ça doit être ça? OK. C'est ça. Ça veut dire que Mme Guilbeault, qui a fait trois changements, là, la ministre de la Sécurité publique, ces changements-là ne sont pas encore appliqués au moment où l'on se parle. Non, ils n'ont pas modifié. Ils n'ont pas modifié. Non. Fait que je ne veux pas là, donner de conseils à personne, mais on serait peut-être mieux que d'attendre que les modifications soient faites à ce moment-là. Ou enregistrer par écrit. Il y a ça aussi parce qu'on peut le faire par écrit, exactement. Mais avant de se rendre à 1,6 million d'enregistrements d'armes, je pense qu'il va couler de l'eau sous les ponts, passablement, parce qu'aux dernières statistiques, on avait à peine 300 quelques mille armes à feu d'enregistrées, et la majorité de ces 300 000 et plus, c'était l'ordre d'achat, parce qu'à l'achat, ça doit être enregistré à ce moment-là. Vous, en tant que vice-président, on trouve que c'est c'est pas le fait d'enregistrer, moi, personnellement. C'est tout simplement une dépense inutile. Comme le gouvernement nous dit qu'on a besoin d'argent tout le temps, ils sont tout le temps en cours d'argent, ça n'apporte rien, l'enregistrement des armes. Le monde, le policier qui s'en va à une maison peut savoir que la personne est propriétaire d'armes à feu, savoir le calibre, savoir la longueur du canon. C'est pas ça qui va changer grand-chose. Absolument pas. Il sait déjà que la personne a des armes à cause du certificat d'acquisition fédérale. Et voilà, exactement, c'est ça que je voulais en venir exactement. Monsieur Nadeau, c'est tout le temps que nous avons. Merci infiniment de votre présence à cette émission. Puis on va sûrement se revoir pour se reparler encore de la faune, c'est tellement passionnant. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Nadeau. C'est bien. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous.
Les producteurs de lait du Québec semblent vraiment être les boucs émissaires du domaine agricole depuis déjà quelques années. Alors, pour nous en parler, je reçois le président des producteurs de lait de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Gabriel Rancourt. M. Rancourt, bonsoir. Bonsoir. M. Rancourt, merci d'avoir accepté cette invitation-là. Dans mon intro, je dis que les producteurs de lait, est-ce que c'est vraiment les boucs émissaires de l'agriculture depuis quelques années? Il me semble qu'on en entend parler beaucoup, puis c'est jamais à votre avantage. Bon, c'est sûr qu'on a eu notre part là, de désagréments depuis 3 ans, mettons, là, parce qu'on sait qu'il y a eu une entente avec l'Europe. Là, oui, c'est ça, exactement, qu'on va parler un petit peu plus loin aussi. Là, mais... il y a eu une première entente avec l'Europe, une deuxième entente avec le PTP, une troisième entente avec l'ALENA. Fait que, puis dans toutes ces ententes-là, après des promesses qui nous avaient été dites de ne pas s'en faire, qui ne céderaient pas de parts de marché, bon, on a cédé des parts dans toutes les 3 ententes. Mais aussi, récemment, là, la publication du guide. Du guide alimentaire qu'on va aussi parler, qui est à votre détriment encore une fois. Oui. Mais d'un autre côté, on n'est pas insensible non plus à la situation des producteurs de porc, des producteurs de soya. Exactement. C'est qu'eux autres, à cause de l'embargo, puis des différences d'opinion entre la Chine puis les États-Unis, ça a fait en sorte que le marché s'est effondré, puis que ces gens-là vivent des situations probablement pires que les nôtres. Mais en tout cas, nous autres, c'est pas, disons qu'on n'est pas habitués à vivre des situations comme on dit présentement. Vous êtes dans le domaine agricole, donc vous savez exactement ce qu'il en est. Est-ce que, juste une question de même, là, est-ce que le gouvernement a tendance un peu à délaisser le domaine agricole, que ce soit les producteurs bovins, les producteurs laitiers? Est-ce qu'on a tendance à délaisser le domaine agricole pour peut-être en donner plus au domaine minier? Oh, écoutez, je ne suis pas un spécialiste des questions des mines. Je ne peux pas parler pour ou contre eux autres, mais vous savez, les mines, si les matières premières se vendent bien, bien les gens, des promoteurs, ils se font plus pressants pour investir dans le domaine des mines parce qu'il y a une rentabilité. Que ça rapporte plus d'argent. Ça rapporte plus. Là, les gouvernements, bien, on sait que les gouvernements sont tous en compétition un comme l'autre pour s'attirer des investisseurs. Fait que c'est sûr que si tu as d'un côté une possibilité de développement importante, intéressante, bien, ça peut arriver qu'il y ait des... C'est un peu comme une multimédia à Montréal, on a vu quelques années qui ont investi beaucoup, puis ça n'a pas... On ne peut pas dire que ça n'a pas été bon. Ça a attiré des investissements majeurs dans la région de Montréal. Pour le domaine agricole, nous autres, écoutez, dans le domaine laitier, nous autres, habituellement, le domaine laitier, on n'a pas de subvention. On n'a absolument pas d'aide, mais vous arrangez avec vos propres affaires. Oui, mais réglementairement parlant, là, on a quand même, c'est pas qu'on subit, mais on a l'avantage d'avoir une situation, on a la gestion de l'offre au Canada. OK, oui. Fait que la gestion de l'offre... Ça, est importante. Hein? Ben oui, ça, pour nous autres... Sans ça, il n'y aurait rien. Ben, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, ben sans ça, c'est à cause qu'il y a des pays dans le monde, comme l'Europe, comme les États-Unis, comme bien des pays, qui subventionnent nos agricultures, les productions laitières. Okay. Elles subventionnées. Nous autres sites, à venir jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de subvention dans le domaine laitier. Mais on avait la gestion de l'offre qu'on préfère de beaucoup. Les producteurs aiment beaucoup mieux. Aiment beaucoup plus la gestion de l'offre que de se faire aider. Oui, parce que la gestion de l'offre, c'est très prévisible. C'est prévisible. C'est un cadre qui est prévisible. Lorsque vous allez voir une institution financière pour vous financer, bien, quand on parle de gestion de l'offre, bien, les créanciers, ils sont confiants. Parce que c'est là, c'est coulé dans le béton, comme on dit, puis c'est ça qui va arriver. C'est ça. Fait que les revenus sont prévisibles. OK. Puis les garanties sont là. Fait que, puis là, ça nous aide beaucoup, ça. Parce que là, premièrement, les institutions financières sont plus aptes à prêter parce qu'il y a une prévisibilité, oui, c'est ça. Premièrement. Puis deuxièmement, bien, c'est bien sûr que étant donné qu'on a une prévisibilité et une certaine rentabilité, on peut bénéficier d'un meilleur taux d'intérêt.
Oui, aussi. aussi. Également. Fait que c'est deux éléments très Comme importants. la gestion de l'offre, pour vous autres, elle est essentielle. Elle est Sans essentielle. ça ne pourrait pas fonctionner. Bien, ça pourrait fonctionner, mais il faudrait qu'il y ait des subventions, puis ça Voilà. serait un système. La gestion de l'offre, ça fait déjà 42 ans qu'on travaille, même plus que ça. Moi, j'ai commencé il y a 42 ans. Puis il y avait Puis déjà... elle était là Elle déjà. était là. OK. Moi, j'ai commencé en 76. OK. Elle était là. Ça veut dire que je pense que ça date des années 70. OK. Bon. Fait qu'on le met en place en 70. Les gouvernements en place, ils l'ont mis en 70. Depuis ce temps-là, on fonctionne avec la gestion de l'offre. Puis les ventes se sont habitués avec ça, puis ils ont développé. Puis le secteur agricole laitier canadien s'est très bien développé. Fait qu'on calcule que c'est un avantage pour nous autres. Puis c'est un avantage pour les gouvernements aussi, parce qu'ils ne sont pas obligés de subventionner l'agriculture dans la production laitière. C'est un gros avantage, ça. OK. Puis c'est un avantage pour nos consommateurs aussi, parce que souvent, les consommateurs vont nous dire « Ouais, mais on va se promener aux États-Unis, puis le prix du lait il est meilleur marché aux États-Unis. » Puis c'est vrai, puis c'est pas vrai, parce qu'il y a un paquet de facteurs qui influencent. Vous savez, premièrement, aux États-Unis, ça se vend en gallons. Bon, le lait se vend en gallons, mais c'est pas un gallon impérial, c'est un gallon américain. C'est un gallon américain. C'est à 128 onces. Ensuite, notre argent vaut 72 cents dans la bière. Voilà. Ah, ben là, c'est un autre élément. C'est une autre affaire. C'est une autre affaire qui est importante aussi. Puis en plus, ici au Canada, quand le consommateur il achète un litre de lait, bien, il paye son litre de lait. Tandis qu'aux États-Unis, tu achètes un gallon de lait, tu payes ton gallon de lait, mais par tes impôts, tu vas payer une partie de ton gallon de lait là, parce que le producteur, il n'arrive pas au prix qui est payé pour son Oh lait. mon Dieu, OK. Fait que là, le consommateur, là, il paye une deuxième fois. Tandis qu'ici au Canada, il paye une fois. Il paye là. Fait que là, c'est sûr que pour le producteur, c'est dur pour nous autres de compétitionner avec les ventes d'ailleurs qui ont de l'aide puis que nous autres, on n'en a pas. Ben oui, exactement. Mais là, on s'éloigne un peu de la question là, quand on parle de la signature des ententes, c'est bien sûr. Là. C'est sûr. Parce que moi, si je vous demandais, là, si on se reporte à 4-5 ans passés, Oui. qu'est-ce que vous aviez que vous n'avez plus aujourd'hui? Bien, il y a des choses qu'on avait. Le principal, là, c'est qu'on avait. Puis je pense qu'on l'a encore, ça. Il faut faire attention, là. Je pense qu'on l'a encore. En tout cas, dans le discours, on l'a. On avait un support très ferme de nos gouvernements qui nous appuyait. OK. Complètement. Bien complètement. Puis ça nous rassurait beaucoup. Puis là, depuis qu'il y a eu des ententes de signer avec l'Europe, avec le PTP, avec les États-Unis, bien, le gouvernement, il dit inquiétez-vous pas, là, je vous soutiens, puis inquiétez-vous pas. Là. Inquiétez-vous pas, mais vous savez, là, quand que M. Harper il a signé son entente avec l'Europe, puis là, nous autres, on écoutez, là, ils nous disent que le lobbying des producteurs puis de l'EPA, c'est fort, là, mais on n'a pas négligé. Là, on a rencontré toute la députation canadienne, puis on les a tout dit, on leur a fait part de nos appréhensions, puis on était inquiets. Là, on a dit, hey boy, parce que le gouvernement nous disait que c'était bien important pour le gouvernement de signer des ententes parce que ça rouvrait des marchés, 500 millions de consommateurs en Europe, tout ça. Le marché était grand. Oui, le marché était grand, tout ça. Puis c'est un marché riche aussi, parce que, tu sais, des signatures de même en Afrique, il n'y en a pas beaucoup. Non, parce que pas, non, mais quand tu as un pays qui a de l'argent, mais c'est plus, c'est plus susceptible d'être payant. Mais le gouvernement disait, inquiétez-vous pas, on vous soutient. Mais on a été amèrement déçus quand ils ont concédé une part de notre marché. On a été très déçus. On a dit, crème, là, parce qu'ils disaient jamais qu'ils céderaient. C'est ça, exactement. Puis tout le monde, chez les agriculteurs, tout le monde se serrait les coudes. Tout le monde disait, il ne faut pas toucher à ça. Il ne faut pas. Le gouvernement avait dit qu'il ne céderait pas. Exactement. En fin de compte, il a fallu qu'il cède. Fait là, ils ont cédé une fois, 2 fois, 3 fois. Ben là, 3 fois, là, on commence... votre détriment. Toujours. Ils ont tout le temps cédé une part du marché. Une part du marché, il faut bien comprendre, c'est quoi, là? Tu sais, en 70, on a instauré le quota. Il y a une part de ce marché-là qui est comblée par des produits à l'extérieur. Parce qu'avant de signer avec l'Europe, la signature avec l'Europe qu'on a eue il y a 3 ans, là, on a concédé 17 500 tonnes de fromage européen. Ça veut dire qu'on a rouvert nos portes là, à 17 500 tonnes de fromage qui ne seront pas produits au Canada, mais qui vont être produits en Europe, vendus au Canada. Ça, c'est de notre marché à nous, là, oui, qui nous avait été concédé. Oui, là. Bon. Oui. Mais il faut dire qu'avant, on avait déjà 20 300 tonnes de fromage européen vendus sur nos tablettes. Là. Ça a juste augmenté de 20 000 à 38 000 tonnes. Okay. C'est juste ça. Mm-hmm. Mais le marché canadien, c'est pas mal en haut de 100 000. Je pense que c'est 200 000 tonnes de fromage. Fait qu'il dit, c'est pas si grave, regardez, là. Ben oui, mais c'est pas si grave. C'est assez grave parce que c'est de la croissance de marché éventuelle qu'on aurait pu avoir, qu'on n'aura pas, là, qu'on a cédé aux autres. Mais à l'époque, le gouvernement Harper, il a dit, on est conscient
On est très conscient qu'on vous a magané. On est très conscient. Inquiétez-vous pas, on va vous compenser de façon juste et équitable. Ça, là, on parle de 3-4 ans. OK. Puis là, il avait sorti des chiffres et il dit, on va vous compenser. Pour les producteurs, on va vous donner 2,5 milliards, puis pour les transformateurs, 1 milliard. Puis même à ça, on n'était pas content, parce que c'est une perte à vie, là. La perte là, qui est concédée, c'est à vie. Exactement, c'est ça. Parce qu'un coup que ça est ouvert, c'est pas refermable. C'est fini, comme on là. dit, C'est fini. Puis là, tu sais, la perte qu'ils nous compensaient, là, ça représentait à peu près notre perte de revenus pour 10 ans. Mais nous autres, la perte de revenus était pour tout le temps, là. C'était éternel, là, appelez ça, vous voulez, là. Oh oui. Bon. Fait que, puis là, il y a eu un changement de gouvernement, puis le nouveau gouvernement, il a dit non, là, ça n'a pas de bon sens, 2,5 milliards, oh, là. Puis à l'époque, quand ils ont concédé ça, les gouvernements nous disaient, écoutez, là, c'est tellement important pour le Canada, c'est des centaines de milliards qu'on va bénéficier de ces ententes-là. Fait que quand même qu'on cède 2,5 milliards, là, c'est bien correct, là. OK. Puis là, le gouvernement Trudeau est arrivé et il dit non, hey, j'ai pas de bon sens, 2,5 milliards. Fait que là, on va checker ça, on va vous compenser, là, mais on va recalculer notre affaire. Fait que là, ils ont calculé ça. Ils disent là, finalement, c'est pas 2,5, mais c'est 250 millions qu'on va offrir aux producteurs. Puis là, en plus, au fur et à mesure que ça avançait, là, ils ont dit en plus, les frais d'administration, on va le prendre là-dedans. Il y avait 30 millions de frais d'administration pour administrer le programme. Fait que là, il restait 220 millions. Fait qu'on était loin du 2,5 milliards. C'est assez loin, merci. Bon. Fait que là, ils ont ça. Puis c'était pas un programme de compensation non plus. Ils ont viré ça en programme d'investissement. Puis ici, mes amis, puis moi-même, là, on a demandé pour des restes, pour avoir des sous de ce programme-là. À peu près 10 des producteurs qui ont touché une très mince partie de l'argent. Puis c'est un programme d'investissement. Ça veut dire que pour toucher l'argent, il fallait que tu investisses. Admettons, si tu voulais avoir 1 000 $, il fallait que tu investisses 2 000, puis tu avais une subvention de 1 000. Mais pire que ça, on a demandé, ça c'était une vraie farce, c'est un rolling gag qui court ça dans, nous autres pour les producteurs de lait, là. Ça n'a pas de bon sens. Ils ont dit on rouvre le programme le 22 d'août à 10h. À 22 d'août à 10h, on rouvre le programme, vous pouvez faire une demande. Ma firme, là, on a investi 2 millions l'année passée. Puis on a fait on était très admissible. On rentrait direct dans critères. Là. Dans les critères. Il y avait une relève qui avait été s'instruire à l'école, elle revenait chez nous. On s'installait à une étape neuve de 2 millions avec une traite robotisée. Puis eux autres voulaient moderniser. Une traite robotisée, de l'alimentation informatique, la ventilation, tout le gros kit. Pour avoir une subvention maximum de 250 000. On a fait la demande à 10h01. On se fait répondre qu'on était en retard. Puis la date, c'était 10 heures. Fait que là, vous comprenez, puis la plupart des producteurs se sont fait dire ça. Fait que là, on a dit un programme de même, faites plus ça à mer. Parce que pour nous autres, ça n'avait aucun sens. Mais on vous dit pourquoi. Vu qu'il y avait eu un programme d'investissement qui était dans l'air, tous nos fournisseurs, ils ont tous augmenté le prix. Parce que là, il y a eu une demande de tout le monde. Là. C'est ça, exactement. Bon. Fait que là, tous les prix ont augmenté de 10-15 %. Fait que là, même ceux qui ont été acceptés, ils n'ont pas eu de subvention, c'est le fournisseur qui l'a eu. Mais les 90 % des producteurs qui n'avaient pas fait de demande, bien, les autres, quand ils ont besoin d'acheter, bien, ça coûte plus cher. Fait que ça n'a pas été bon. Fait qu'on s'est fait dire non à la première entente. On s'est fait céder une part de marché à la première entente, la deuxième entente avec le PTP, la troisième entente avec les Américains. Bien, toutes les fois, on se dit, inquiétez-vous pas. Ah, c'est ça. Inquiétez-vous jamais, sauf que vous devriez, exactement. Fait que, M. Rancourt, c'est tout le temps que nous avions. On va se reprendre parce que on n'a même pas eu le temps de parler du guide alimentaire seulement. On va se reprendre un petit peu plus tard et puis parce que c'est tellement intéressant. Fait qu'on va revenir aussi avec les produits laitiers, puis le fromage, puis le guide alimentaire. On va vous réinviter, M. Rancourt. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, M. Rancourt. C'est bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.